l'avez compris, c'était un aperçu de notre sujet principal d'aujourd'hui. Alors, Tunis Héraclion est une ville inscrite dans la légende, à tel point que certains pensaient qu'elle n'était qu'une fable ou un mythe. C'est un lieu de rencontre de deux grandes civilisations, grecque et égyptienne. Les divers artefacts mis au jour indiquent que les peuples vivaient dans une parfaite harmonie culturelle et religieuse, doublée d'une bonne entente diplomatique. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Simon Soyer, notre expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que cette ville est particulière car on pensait qu'elle n'existait pas et puis on a fait des découvertes qui nous a prouvé qu'au contraire, elle était bien présente et elle possédait sa propre culture. Vous avez complètement raison. Héraclion était une ancienne ville égyptienne qui a été submergée sous l'eau et c'est une ville qui se trouve près de l'embouchure du Nil et elle se trouve spécifiquement juste à côté de la bouche canopique, qui était l'une des villes portuaires les plus importantes de l'Égypte avant la fondation d'Alexandrie, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça se trouve, quand on parle de Héraclion, on parle aussi bien d'Aboukir, qui était un petit village sur la belle côte méditerranéenne de l'Égypte à Alexandrie, et c'est le lieu des batailles du Nil. Tout ça a eu lieu sur la baie d'Aboukir. À ne jamais oublier qu'en 1798, ce qu'on appelle Royal, ça veut dire la navire britannique, elle est venue sur cette côte et il y a eu à ce point des guerres napoléoniennes. Alors, ce sont des sites très importants, Aboukir et Héraclion, et nous on peut parler de cette ville pour un beau moment, car elle a une belle histoire. C'est la plus grande ville portuaire de la région, et quand elle a été fondée, elle a servi comme un point d'entrée principal pour les navires qui venaient de la Grèce et de toutes les régions méditerranéennes. Et les légendes grecques la mentionnent comme étant le lieu où Hélène de Troie et Paris auraient trouvé refuge avant la guerre de Troie. Et d'ici vient la confusion entre légende et réalité. Mais c'est une véritable ville qui a prospéré pendant plusieurs siècles, centre de commerce et d'échange avec le monde de la Méditerranée. Ça a abrité des temples, des sanctuaires, et elle a été très célèbre pour son temple d'Amon, et elle a reçu et attiré des pèlerins de toute la région. C'est une ville dans le 8e siècle de notre ère, elle a connu une série de catastrophes naturelles, aussi bien de tremblements de terre et un tsunami, ce qui a affaissé la terre et a provoqué l'enfoncement progressif de la ville dans les eaux de la Méditerranée. Et de là qu'elle a été engloutie et ça a fini par être oublié jusqu'à qu'il y a eu les redécouvertes et les fouilles archéologiques qui a démarré dans notre siècle pour faire d'excellentes équipes archéologiques sous-marines qui ont été dirigées par le plus célèbre M. Franck Godiot, qui a localisé les ruines de la ville au fond de la baie d'Aboukir. Et il a utilisé des techniques de pointe en archéologie sous-marine, et les chercheurs ont pu cartographier une grande partie de la ville, ce qui a révélé les trésors archéologiques, et on a fait des découvertes récentes pour des statues colossales, géantes, qui représentent les dieux égyptiens Apis et les pharaons, et on les a retrouvés dans un état intact sous les eaux. Certaines mesurent 5 mètres d'auteur, ce qui témoigne l'art et la culture de l'époque.
on n'oublie jamais les stèles en granit qui ont été découvertes avec les inscriptions hiéroglyphiques et non pas grecques, et ça a offert vraiment de précieuses informations sur l'administration et la vie religieuse de la région. On a aussi bien trouvé plein d'objets de la vie quotidienne qui comptent par milliers, incluant les pièces de monnaie, les pièces en céramique, les bijoux, les amulettes. Tout ça, ça a été retrouvé, et tout cela, il a bien révélé tous les aspects du commerce de la région et la vie quotidienne des habitants de la ville d'Héraclion. Aussi bien quelque chose dont on n'en parle jamais, ça c'est les restes de navires, oui. Car les fouilles ont également révélé des vestiges de plusieurs navires anciens, et même il y en a qui étaient avec leur cargaison, et cela il a offert à nous aujourd'hui des informations extraordinaires et très précieuses pour les routes commerciales et les techniques pour la construction des navires à cette époque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette ville héracléone, elle a une très grande importance et on doit investir dans cette ville pour le tourisme en Égypte. Si vous voulez, je peux vous en parler. Non, il y a Samar qui a une question. Samar a une question. Oui, Monsieur Simon, quand on parle de Alexandrie comme, je dirais, un amalgame de plusieurs cultures, on parle certainement à l'origine la culture égyptienne, mais également, on l'appelle la cité cosmopolite, avec plein de civilisations, que ce soit des Grecs, que ce soit même des Français, des Italiens qui y vivaient. Comment voyez-vous l'esprit de cette ville? Alors, Alexandrie, elle est très spéciale, car à cette époque, quand elle a été fondée, il y a eu plusieurs catégories d'habitants. Il y en avait les Grecs qui sont venus avec Alexandre le Grand et les Ptolémée Ier Sopher, et surtout Ptolémée II, celui qui a continué les grands travaux de construction de la ville. Et ça, c'était des gens grecs de la Grèce. On avait une deuxième catégorie, les Grecs qui habitaient déjà l'Égypte pour le travail, car nous étions un pays riche qui a attiré une main-d'œuvre étrangère. Et on a une troisième catégorie qui ont eu une ville à part à eux, c'était les Juifs d'Alexandrie. On avait les Égyptiens, et on avait bien sûr la belle capitale avec les plus beaux monuments qui sont restés jusqu'aujourd'hui, incluant l'amphithéâtre grec. Aujourd'hui, l'emplacement de la citadelle, c'était à l'époque le phare d'Alexandrie. Il y a aussi bien les cimetières dont aujourd'hui on en parle beaucoup, comme les catacombes, aussi bien qu'il y avait, bien sûr, ce qui ressemble aux obélisques, ça veut dire à la ressemblance des mâts de bateaux, le lieu de la petite bibliothèque d'Alexandrie, avec les citernes d'eau. La ville d'Alexandrie a réalisé la plus grande bibliothèque du monde ancien. Oui. On a un très beau texte sur cela qui nous vient plus tard, 3 siècles plus tard, dans les années à peu près 30 et quelques avant Jésus-Christ, quand il y a eu les batailles avec Jules César, et qu'on trouve qu'Antoine, il a cherché pour l'Égypte, pour compenser les incendies, 1 million de manuscrits, ce qui montre la taille de documents qui étaient à cette époque et comment cette ville elle a transféré les informations au monde entier, les sciences, les maths, les physiques, la médecine, la littérature et autres. Alors oui, c'est une ville cosmopolite, comme vous l'avez bien mentionné, dont les gens ont habité dans une coopération, même pour la religion. Il y avait la religion grecque, la religion égyptienne, et puis on a fait les deux ensemble, et de là qu'on trouve un art qui combine l'art grec et l'art égyptien, ce qui montre la fusion des deux, car à cette époque, nous étions à la recherche du divin et non pas le divin qui était à notre recherche. Alors la religion, c'est nous qui l'a écrite et elle ne nous a pas été donnée. Et dans cette recherche, la fusion des religions a eu lieu
et la culture était très très riche et la poésie était au top, comme vous l'avez bien mentionné. Oui. Alors, si on revient à notre sujet, celui d'idée de cité engloutie, on va se rendre compte qu'en réalité, l'Égypte tout entière est bâtie sur des cités cachées, enfouies sous terre ou sous mer. Et c'est vrai que si on avait la possibilité de déterrer tout ça, on aurait deux pays superposés en fait. Vous avez complètement raison, et surtout pour la ville d'Alexandrie, car chaque mètre de fouille archéologique nous amène à une période différente. Si vous descendez dans la ville d'Alexandrie, par exemple, pour un 20 mètres, vous êtes déjà à l'époque d'Alexandre le Grand. Si vous descendez une quinzaine de mètres, vous êtes à l'époque ptolémaïque, et ainsi de suite. À chaque couche d'Alexandrie, on a une vie et on a une ère, car avec le temps, il y a eu bien sûr un ensablement et un changement climatique et un changement dans le niveau du sol. Et comme vous le voyez bien aujourd'hui, Héraclion, elle est sous l'eau, et le port d'Alexandrie, qui est le petit port qui se trouve vers la citadelle, on a là-bas les plongeurs qui découvrent la vie à l'époque de Cléopâtre et de César, ce qui montre comment était la mer par rapport à l'eau sur 2000 ans, et de là que les couches de sable de l'Égypte représentent des couches historiques, et d'ici l'importance qu'on investit énormément pour la ville d'Alexandrie et d'Aboukir et d'Héraclion, d'une façon à réaliser un tourisme et une découverte de ces villes englouties, ce qui va enrichir le pays pour son tourisme, et avec cela, on peut atteindre une nouvelle dimension du tourisme archéologique, et on est vraiment mondialement très très connu dans le domaine des pyramides de Karnak et autres, mais il faut qu'on se dirige pour attirer les plongeurs et les passionnés de l'histoire pour la zone dont votre programme y parle, car ça va nous ramener à une autre couche d'amateurs d'histoire qui vont rentrer dans les eaux profondes, claires de notre belle ville d'Aboukir, et ces visiteurs pourront explorer des ruines immergées de cette ancienne métropole et qui vont faire des découvertes archéologiques, je peux vous dire, spectaculaires, que ce soit pour les statues colossales, les stèles, les vestiges, les navires. C'est une expérience unique que nous offre aux plongeurs, qui vont être vraiment enrichis pour les deux domaines, culturels et scientifiques. Alors pour les gens qui sont amateurs de la culture et de l'histoire, aussi bien pour les chercheurs et les étudiants de l'archéologie, ils sont le bienvenu pour visiter et assister pour les conférences qui se font pour ce sujet, que ce soit les fouilles sous-marines ou autres, et avec cela on présente l'importance et on contribue à la promotion de notre tourisme scientifique. On invite les chercheurs, les étudiants du monde entier intéressés par l'archéologie sous-marine et l'histoire de l'Égypte antique. Donc en fait, on sera un pays qui sera riche en tourisme, puisqu'on a Luxor, la ville en plein air, des temples en plein air, des sites en plein air, et Alexandrie sera la ville en plein mer. Exactement. Et cela va nous ramener pour un développement économique avec une infrastructure touristique. Je peux vous dire, des hôtels, des centres de plongée, des musées vont se réaliser pour cela dans la région, et ça va jouer un rôle crucial quand on expose tout cela à la récupération qui se fait lors de ces fouilles. On va permettre à des millions de visiteurs pour faire ces découvertes. C'est une promotion que j'appelle promotion du tourisme durable. Ça va mettre l'accent sur le développement d'un tourisme tout autour de Héraclion, avec de très belles mesures pour les sites sous-marins. Ça va permettre je peux vous dire, une exploration fabuleuse. Il faut vraiment... On l'espère.
Voilà, je vous écoute. On l'espère. Simon Sawyer, vous êtes notre expert en tourisme de ce matin. Merci à vous pour tous ces détails. Je sais à quel point vous aimez cette ville d'Alexandrie et vous avez partagé cet amour avec nos téléspectateurs ce matin. Merci à vous. Voilà, donc je pense que nous en venons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.